Bonjour, nous sommes très fiers de recevoir ce matin deux personnalités, Georges Fischer, entrepreneur, qui est pratiquement l'un des socles du patronat français, et nous avons Laetitia, qui est à la fois artiste, femme de culture, femme engagée, jeune en plus, et nous sommes là ce matin pour parler d'un sujet très important. Il se trouve que face à la situation actuelle créée par Trump, il y a ce qu'on appelle une sorte de désordre, d'incompréhension. Parfois, je dirais même de désinformation médiatique. Alors, est-ce que les Africains comme les Européens doivent réagir ou pas? Alors, le 19 avril prochain, nous allons en débattre. Les thèmes, ils sont simples. Le premier thème, c'est dans un monde foudroyé par la politique des têtes brûlées, que propose l'Afrique pour y faire front, avec point d'interrogation. Alors, à l'image des pays européens, l'Afrique peut-elle s'unir pour élaborer une stratégie de défense et de sursaut politico-économique lui permettant de ne pas se noyer dans les eaux troubles lancées par le président russo-américain Trump, avec point d'interrogation. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, quel type de rapport économique, culturel, sécurito-militaire les pays africains peuvent tisser avec la France et les pays européens? Ça, c'est le deuxième thème. Le troisième thème, faut-il croire que les pays africains et européens, unis pour la paix et la justice, inventeront un meilleur système de coopération et de respect des valeurs humanistes? La question, elle est claire, elle est précise. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, il est encore possible entre Africains et Français, entre Africains et Européens, d'avancer? La première question, je l'adresse directement à M. Georges Fischer, qui est un entrepreneur, mais en même temps un homme de communication. Georges Fischer, qu'est-ce que vous en pensez de ces quatre thèmes, de ces trois thèmes? Ce sont des thèmes évidemment qui sont d'actualité. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas dans ma mare de café, donc je ne sais pas trop vous répondre sur ce qui va se passer dans ces temps troublés. Mais moi, comme souvent, ce que je vois, c'est il y a des menaces évidemment, mais il y a aussi des opportunités. Et dans ces opportunités, moi, je vois deux opportunités qu'il faut absolument souligner. La première, c'est que on a tendance à parler toujours de commerce nord-sud, de voir la relation entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique de l'autre côté. Mais il ne faut pas oublier que la principale opportunité, à mon avis, pour les économies africaines aujourd'hui, c'est le commerce intra-africain qui aujourd'hui représente en commerce international un peu moins de 10% de leurs Absolument. exportations, ce qui est absolument ridicule, alors que c'est un marché absolument extraordinaire qui s'ouvre devant eux. Donc la ZLETAC, évidemment, est une opportunité qui est en train d'arriver. Encore faut-il que les Africains se positionnent et surtout essayent d'élaborer les chaînes de valeur qui leur permettent effectivement de commercer entre eux de la bonne manière. J'ai travaillé pour l'International Trade Center il y a quelque temps avec l'ACRAM, l'association des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, et on a bien vu là que le problème de ces fermiers du café, c'est que justement, ce sont des fermiers et qu'ils n'ont pas intégré le reste au moins la première étape de la torréfaction, et que derrière, il n'y avait pas toute la chaîne de valeur du packaging, du marketing, de l'export, du conseil à l'export, etc., dont ils ont besoin. Donc ça, c'est une première chose que je voulais souligner, c'est le commerce intra-africain. Le deuxième, c'est en ce qui concerne l'Europe vers l'Afrique. Je pense que
comme souvent, il y a une opportunité. Bien Il y sûr. a des gens qui sont en train de se recroqueviller, qui se disent l'incertitude, l'incertitude, on fait rien, c'est le plus sûr moyen, restons couchés, hein. Mhm. Eh ben, ceux qui se disent au contraire, c'est une opportunité, les autres n'y vont pas, c'est le moment peut-être d'y aller, c'est le moment de développer, ben ce seront les gagnants de demain. Bien sûr, il y a un risque, mais l'entrepreneuriat, c'est un risque, évidemment. Très bien. Georges Fischer, je crois que vous avez touché ce qu'on appelle le nœud de la situation. L'entrepreneuriat, c'est un risque. Et ce risque, il faut absolument le prendre et le transformer en positif. Et je vais donc passer la parole à la jeune, à la fois artiste et femme de culture, jeune en plus. Quel est ton point de vue face à tout ça? Je rejoins ce que Monsieur Fischer nous a partagé. Je pense que, en tout cas me concernant, il faut aussi noter que l'Afrique est l'un des continents dont la population est la plus jeune. Et par rapport à justement je dirais peut-être pas ce manque de culture, mais ce besoin d'éclaircissement sur les ressources que nous possédons, l'importance aussi, c'est de mettre en avant sa diaspora. C'est que la population en Afrique est vraiment très jeune, mais elle a aussi une importante diaspora qui, elle, a ce savoir et ces notions-là. Donc, pour moi, ce point, c'est simplement de se rappeler d'où nous venons, mais aussi de mettre en lumière la force et les ressources que nous avons déjà par la main-d'œuvre et la matière grise. Et en travaillant ce point-là, et par rapport à ce que vous avez évoqué également, donc les opportunités d'ores et déjà présentes au continent, mais aussi présentes à travers l'Europe ou l'Occident de manière très large, euh, on a déjà ces solutions. Donc pareil, moi, je ne peux pas me permettre de parler à l'ensemble de tous, mais de par mon parcours, donc effectivement, je suis artiste aujourd'hui, mais j'ai travaillé pendant 13 ans en tant que responsable business développement dans des cabinets d'avocats d'affaires et notamment dans la finance. Et il y a la beauté du continent, c'est que les ressources se renouvellent et s'apprennent de jour en jour. Hem, donc pour moi, tout simplement, ce qui se passe, c'est un changement d'heure, c'est un changement de mentalité, mais c'est une opportunité pour nous, de par les relations qui étaient déjà, tissées, actuellement, de se rendre compte des moyens que nous avons et de simplement éduquer de la meilleure des façons afin de pouvoir exploiter ce que nous avons à travers nos ressources, à commencer par nos talents et de pouvoir le redéployer de manière, intégrée et coordonnée afin de pouvoir, manifester, je pense, ce que l'ensemble souhaite faire et des activistes comme vous également, pour la jeune génération, parce que cette jeune génération représente aujourd'hui la main-d'œuvre que nous avons sur le continent. Eh bien, quand on entend la jeunesse dire ce que vous venez de dire, ça ne peut que nous donner encore beaucoup plus de confiance et de pugnacité. Et puis, vous êtes de la génération d'Ousmane Sonko. Voilà des jeunes qui ont compris qu'il faut bien gérer. Le problème africain, c'est la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, Mmh. contre la paresse. Parce que c'est bien beau d'avoir toutes les matières premières. Si vous n'êtes pas debout tous les jours pour bosser, le continent ne peut pas aller. Et oui, je suis très content de voir que la jeunesse actuelle prenne conscience que son rôle est très important. Ce débat, nous ne le ferons pas seulement à Paris, on le fera aussi à Dakar, à N'est-ce Bamako, un pas? peu partout. Alors, Georges Fischer. Est-ce que je peux rebondir par Mais rapport bien à ce que vient sûr, de Georges dire Fischer, Laetitia? bien sûr. Euh, je crois qu'elle a mis le doigt sur un des, une des matières premières les moins bien exploitées en Afrique. Ouais. Ce sont les réseaux. Mmh. Je trouve, il suffit d'ailleurs de voir sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez tous des gens du monde entier. Les Africains sont sous-représentés sur LinkedIn. Mmh. Or, ces réseaux, c'est une des matières premières du développement. Ouais. Et négliger les réseaux de la diaspora, même si on ne l'appelle pas diaspora, peu importe, mais ce sont des talents qui sont disponibles et sur lesquels on peut s'appuyer. Et j'ai à ce niveau-là deux remarques à faire. La première, c'est que
Heu, il faut continuer, malgré les difficultés des budgets de coopération, à essayer de renforcer les organisations, dites business, les organisations intermédiaires, chambres de commerce, associations d'employeurs, associations professionnelles, parce que ce sont ces gens-là qui développent les réseaux. Moi, j'ai beaucoup œuvré quand j'étais à la Chambre de Paris avec la conférence permanente des chambres de commerce et des chambres consulaires africaines et francophones pour renforcer ces organisations, justement pour arriver à faire ce que je participe aussi à un réseau de business qui s'appelle Convergence, c'est de faire converger les talents et les expertises et les savoir-faire au service du développement. Et ma deuxième remarque à ce sujet, c'est à chaque fois que je vais en Afrique, euh, je suis frappé par le nombre de femmes entrepreneurs. Euh, les femmes entrepreneurs en Afrique, c'est l'une, si j'ose dire, un des moteurs du développement africain. Euh, Même quand on a commencé juste 13 ans, on a commencé juste après l'école maternelle. Euh, euh, Or, ces femmes entrepreneurs, je suis intervenu pour des associations de femmes entrepreneurs et on me demande toujours, mais quels sont les handicaps des femmes entrepreneurs? Et on pense toujours à la double vie de mère de famille et d'entrepreneur. Or, moi, je pense que le principal problème, c'est comme il n'y a pas suffisamment de femmes à des niveaux élevés de management et de responsabilité d'entreprise, elles n'ont pas les mêmes possibilités de bénéficier du réseau pour ouvrir les portes, pas pour se faire pistonner, mais pour ouvrir les portes, ce dont les hommes profitent évidemment, puisque les hommes sont à des En positions de pouvoir, majorité. en majorité. Totalement. Or, négliger le pouvoir que représentent ces femmes entrepreneurs en Afrique, je pense que c'est passer à côté d'un très fort atout pour le développement de ces économies. Eh bien, mon cher ami, je rebondis dessus parce que nous avons lancé le trophée Mille Makeba de la bonne entreprise, de la bonne gestion, de la démocratie, de la valorisation des jeunes, des cadres, des ingénieurs. Et ça tombe très bien. Mille Makeba était en avance. Absolument. Eh oui. Donc, je dois dire que ce qu'il faut, en plus de tout ce que nous disons, c'est de voir pourquoi parfois ça va mal. Je salue ici, et ça peut vous paraître extraordinaire, la justice française qui est en avance sur ces médias. La justice française, quand elle condamne par exemple Sarkozy avec un bracelet électronique, mais c'est du beau travail, et il faut le dire. Je souhaiterais que les juges américains, les juges, si c'est possible, soviétiques s'en inspirent. Parce que la justice, c'est le moteur aussi de l'économie, c'est le moteur du bon voisinage. Quand les Français ont ce courage-là de condamner un ancien président qui a fait assassiner d'une façon ou d'une autre Kadhafi, mais c'est un pas en avant. Il faut saluer la justice française. Mais il faudrait que les Américains s'en inspirent. J'insiste là-dessus. Maintenant, nous disons qu'il y a quand même une porte ouverte pour que l'Europe et l'Afrique, pour que surtout la France et ses anciennes colonies s'entendent bien. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable que d'un côté les pays du Sahel soient rejetés et que de l'autre côté il y ait ce qu'on appelle, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment contre quelques tâches, quelques fautes, quelques erreurs. Donc le moment est venu, et c'est la raison pour laquelle nous allons faire ce débat le 19 avril, le moment est venu de repartir du bon pied. Ouais. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Alors, Georges Fischer, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que la justice française ose affronter certaines erreurs? C'est la justice. C'est le rôle de la Absolument. justice. Bon, j'ai vécu dans les pays de l'Est, donc je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur les juges russes. Je suis consterné par ce que je vois dans la justice américaine. Ma fille a fait des études de droit américaine. Elle vit en France avec son mari américain qui est très content d'être en France. Il faudrait... Moi, je viens d'écrire un post justement là-dessus en disant tout le monde crie sur l'inéligibilité de Madame Le Pen.
Mais du coup, on oublie totalement que c'est documenté. Elle a mis la main dans le pot de confiture et jusqu'au coude, alors même qu'elle condamnait ceux qui se servaient, et elle a détourné de l'argent public, elle a enrichi non pas elle-même, mais sa famille et son environnement. Ça se punit. Et c'est tout aussi simple que ça. Alors après, est-ce que l'inéligibilité ou pas, c'est elle qui demandait l'inéligibilité à vie. Alors, mais je reviens sur la relation avec l'Europe, en attendant que la justice fasse le même travail en Absolument. Afrique. Absolument. Moi, je vais pas, j'ai mon opinion et je la partage, je ne vais pas me parler ici de politique ou d'histoire. Laissons ça aux politiciens, aux historiens. Moi, je parle de business. Absolument. Ok. Et vous m'aviez invité ici Bien pour sûr. parler de business. C'est Et pour normal. moi, il faut que des deux côtés, on se dépouille de ce côté culpabilité ou culpabilisation liée à la colonisation, à l'histoire, etc. Quand on fait du business, on doit négocier entre Français et Européens et Africains de la même manière qu'on négocie entre nous, qu'on négocie avec les Américains, qu'on négocie avec les Australiens, c'est-à-dire qu'on regarde le business et on essaye de trouver le meilleur win-win possible. Totalement. J'enseignais à mes étudiants à HEC Entrepreneurs que la meilleure négociation, c'est celle où aucune des deux parties n'a l'impression d'avoir fait une trop bonne affaire. Ouais. Voilà. Il faut négocier sur un pied d'égalité. Il faut se respecter les uns et les autres. Et là, on fera de bonnes affaires. Mais mon cher ami, c'est pourquoi je salue la justice sénégalaise. Quand ils ont vu que Macky Sall a fait n'importe quoi, la justice sénégalaise est en train de condamner les fauteurs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Même chez moi, en Guinée-Conakry, j'aimerais que les juges soient aussi intraitables et qu'ils soient aussi responsables face à toutes les injustices. Parce que dans ces pays africains, quand je vois Marine Le Pen aller fanfaronner au Tchad, par exemple, elle a été très bien reçue, mais sur quoi l'État tchadien la reçoit? Pourquoi? Est-ce que si Marine Le Pen était demain élue, est-ce que ce serait pour favoriser le clan Déby ou est-ce que ce serait pour mettre de l'ordre dans l'économie, dans la bonne gestion et aller vers beaucoup plus de justice? Alors, la jeune, à la fois artiste et femme de culture, quel est ton point de vue sur tout ce que nous venons de Et dire? de droit, puisqu'elle était dans un cabinet d'affaires. En plus, elle en fait un bon bout. Oui, moi, je vais vraiment aussi me cantonner sur la partie culturelle et partir, moi, de mon parcours, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir échanger. Je pense que le mot d'ordre, c'est déjà de savoir d'où l'on vient. C'est l'ancrage. À partir du moment où on connaît son histoire et on connaît comment son histoire a impacté sa civilisation, mais le reste, on peut mieux comprendre le tremplin qui nous est ouvert pour pouvoir justement se déployer. Donc, lorsque l'on parle justement des continents africains ou même de justice, voilà, comme on dit, on est dans cette nouvelle ère où les éveils se font. Je rejoins aussi Monsieur Fischer en disant que je pense que les hommes de droit ou les hommes politiques seront les mieux à même de pouvoir statuer sur ce point. Mais il est quand même important de noter qu'aujourd'hui, on voit des évolutions dans ce cadre-là et que les lignes changent et évolue, en tout cas positivement pour certains pays, et on espère que ça aura des impacts sur le reste. Mais pour moi, je comprends que pour vraiment avancer et avancer de manière alignée, il est quand même important de savoir qui l'on est. Et pour savoir qui l'on est, c'est simplement avoir la transmission des personnes et des activistes ou des sachants qui nous partagent l'histoire telle qu'elle a été. Et ces acteurs, on les a aujourd'hui. On a quand même la chance d'être dans une ère du digital, comme on l'appelle, où la formation est de plus en plus libre. Et quand on la consomme, en tout cas de manière intelligente, on se rend compte que cette mondialisation, comme on l'appelle, elle a toujours existé. Ça date pas d'hier.
Donc à partir de ce fait-là, je rejoins que la culpabilité, ce n'est pas forcément le meilleur des amis pour pouvoir avancer. Ça aide quand même de savoir ce qui a été fait et aide également de savoir ce qu'il faut éviter de reproduire, tout simplement. Ouais. Donc aujourd'hui, pour moi, mon message, c'est que ça soit à travers l'art, que ça soit à travers le business, que ce soit à travers, enfin, peu importe le moyen qu'on utilise, on a les outils pour pouvoir les véhiculer, mais le mot d'ordre, c'est vraiment quand même de connaître cette transmission-là. Ça. Et de là, c'est d'appeler justement tous ces acteurs qui ont contribué pour que des personnes comme moi ou des femmes comme moi puissent être aujourd'hui présentes à s'exprimer, continuer de le faire pour que justement notre jeunesse, notre futur, puisse comprendre les clés qui leur sont données, les clés qui sont déjà présentes et comment les activer pour éclairer. Donc, donc pour moi, tout est prometteur. Le débat est prometteur également. Euh, et en faisant les choses en bonne intelligence, avec des objectifs précis, mais en se rappelant d'où l'on vient, on pourra savoir où aller. Ah ben, je vais vous faire une confidence. Notre combat sera le combat de la victoire pour plusieurs raisons. Vous voyez que tous ces jeunes Africains qui quittent nos pays, que ce soit Guinée-Conakry, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Niger, qui quittent nos pays pour venir en Europe. Il faut lutter contre ce départ inacceptable et inadmissible. Euh, Ce complexe de l'Europe, coûte que coûte. C'est fini ça. Ça, c'est du cinéma. Il faudrait, dans nos débats, quand nous allons le faire en Afrique, que les dirigeants africains comprennent qu'il faut donner une chance à la jeunesse africaine dans nos pays respectifs. C'est notre combat. Il faut bien le préciser. Un pays qui perd sa jeunesse perd son avenir. Si les dirigeants africains ne comprennent pas ça, c'est qu'ils n'auront rien compris. Et alors, il faut absolument qu'on organise des débats. Comment faire pour que ces jeunes gens trouvent du boulot, se stabilisent, continuent à aimer leur patrie, leur pays, la terre natale. C'est très important. C'est pourquoi notre débat, ce débat que nous faisons ici, ce n'est pas seulement à Paris. Ça va être dans les pays africains qui voudront bien, où on a tenu ces débats. Et puis, ces coups d'État militaires, ça peut se justifier, mais ça peut aussi s'arrêter. Je l'ai dit et je le redis avant de passer la parole à Laetitia. Amadou Toumani Touré, qu'on l'aime ou pas, quand il a pris le pouvoir, il a vite compris qu'il n'avait pas de projet, qu'il n'avait pas, si tu veux, des connaissances des dossiers nationaux et internationaux. Il nous a consultés, il dit, est-ce que je garde le pouvoir ou pas? On lui a dit non, tu ne gardes pas le pouvoir, tu fais des élections libres et transparentes parce que tu es un bon patriote, un bon militaire, et une fois qu'il y aura quelqu'un qui aura été élu, capable de mettre un état de droit en fonction, tu reviens. Et c'est ce qu'il a fait, il nous a écoutés. Si vous êtes un bon militaire, un bon patriote, quand vous faites un coup d'État, mais il faut faire des élections, permettre au peuple d'avoir des élus qu'il faut. Et c'est ce que nous allons parler quand nous serons avec les dirigeants des États du Sahel. Si vous êtes de vrais patriotes, de vrais militaires, vous devez organiser des élections libres et transparentes. Et puis, ça permet à la jeunesse de ces pays de savoir que dans leur pays, ils sont à la fois sécurisés militairement, mais humainement, culturellement. Donc le débat, évidemment, ne peut pas ne pas être constructif. Il ne s'agit pas d'aller jeter de l'anathème, de provoquer, il s'agit d'apaiser. Donc, de ton point de vue, en tant que jeune, qu'est-ce que tu dis de tout cela? La jeunesse doit rester en Afrique et il faut trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente avec les autorités qui sont sur place. Bah, bien sûr, parce qu'il faut être fier d'où tu viens et puis surtout, l'Afrique, c'est quand même un continent, vaste, riche et varié. Donc à partir du moment où tu es conscient des ressources que tu possèdes, c'est comme on disait, c'est simplement, savoir après comment le fructifier, comment l'intégrer
et ensuite après le reproduire. Donc aujourd'hui, les lacunes dont on peut faire face, c'est peut-être ce manque de visibilité. Tout à l'heure, Monsieur Fischer, vous parlez justement de ces réseaux de femmes où en fait on se rend compte qu'il y a énormément d'entrepreneurs, mais une difficulté de communication. C'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la main-d'œuvre qui manque, c'est pas le savoir qui manque, c'est pas la technicité ce qui manque, c'est juste simplement des liens qui nous permettent d'être visibles et de comprendre ce qui se fait. Donc, avec cette montée voilà, des réseaux sociaux, on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. Maintenant, c'est savoir comment on peut les intégrer. Parce qu'en Afrique, il y a énormément de ce qu'on appelle les inventions à la débrouille qui ont créé voilà, les paiements sans contact ou toutes ces choses-là. C'est quand même né de certains, bon, j'aime pas ce mot en disant ghetto, mais voilà, de cette survie, entre guillemets, qu'on puisse dire. Et donc, des inventions, il y en a tous les jours. Des personnes qui créent et qui évoluent, il y en a tous les jours. Aujourd'hui, c'est simplement savoir que ce que tu fais, il y a des termes. Ce que tu es en train de créer, il y a des formations qui existent. Voilà, les techniciens, donc pour moi, c'est juste voilà, mettre en lumière les réseaux d'ores et déjà existants, de savoir que parmi le continent, nous avons le savoir, les techniciens pour pouvoir transmettre, et de là de te rendre compte que d'où tu es, tu peux créer. Parce que les lignes changent, les fonctionnements changent, et l'Occidental Dream, comme on peut avoir avec l'American Dream, il est différent. Aujourd'hui, c'est aussi the African Dream, et il est dans les deux sens. Et c'est seulement, voilà, mettre de la conscience sur tout ça. Mon cher Là, Georges, là oui, aussi, je voudrais rebondir un tout petit peu parce que Laetitia vient de souligner un point très important. En téléphonie, l'Afrique a fait un bond par-dessus les grandes centrales téléphoniques. En paiement, il y a une sous-bancarisation évidente. Ben, on a fait le saut en passant directement au fintech. Ok. Exactement. Or, il y a aujourd'hui un autre enjeu qui est extrêmement important et qui est une opportunité pour l'Afrique parce que là encore, elle peut sauter une étape. C'est l'intelligence artificielle. Ouais. Le problème de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, et je reparle business, bien sûr. aujourd'hui, si vous regardez, si vous posez une question à une IA sur un produit donné, un secteur, les concurrents, l'état du marché dans un pays africain, hein, dans le meilleur des cas, vous aurez une vision occidentale, Mhm. et dans le pire des cas, je l'ai expérimenté, ChatGPT va vous répondre « Désolé, je ne peux pas vous répondre faute de données ». Absolument. Et donc, si il n'y a pas de données sur l'Afrique en matière d'intelligence, dans l'intelligence économique. C'est le Pac-Man qui mange les données qui sont un petit peu partout. S'il n'y a pas de données à manger, ben, il n'y aura rien de recraché. Donc ça, c'est une évidence. Et l'enjeu de l'IA pour l'Afrique, c'est pas de créer des moteurs de recherche. C'est pas la peine de partir là-dessus. Ça coûte trop cher et ça risque de passer à côté. Non, l'enjeu pour l'IA en Afrique, c'est l'utilisation. Donc, la production d'informations, et je reviens sur les organismes business dont je parlais tout à l'heure, qui devraient se remettre à produire cette information business. Hein. Et puis, deuxièmement, c'est exactement ça, c'est la formation. Il faut que les jeunes Africains sautent directement l'étape et aillent directement à l'étape de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Peu importe, bien sûr, il y a des limites, bien sûr, il y a des problèmes éthiques, on ne va pas discuter de ça là, mais il y a une opportunité pour l'Afrique de se positionner tout de suite au niveau de l'ensemble des utilisateurs de l'IA dans les différents pays du globe. Donc, il ne faut pas rater cela. En tout cas, une chose est sûre, je l'ai dit et je le redis, il nous faut autant d'ingénieurs, autant d'agronomes, autant de physiciens, autant de médecins qu'autant de chanteurs. Il faut mettre l'accent là-dessus. Il ne suffit pas seulement de chanter et de danser depuis la traite négrière. Donc il faut maintenant qu'il y ait beaucoup de cadres africains et que ces cadres africains soient des cadres bâtisseurs. Mais il faut leur donner aussi le cadre pour pouvoir s'exprimer. Totalement. Il faut absolument que ce soit dans la transparence
qu'il y ait un dialogue avec les autorités politiques et naturellement faire en sorte que les cadres eux-mêmes se sentent en sécurité. Un médecin, un ingénieur, s'il est en sécurité, un agronome, il travaille avec bonheur à partir du moment où il se sent en sécurité. Donc le débat ne fait que commencer. Le 19 avril, ce sera à Paris. Et naturellement, s'il y a des dirigeants africains qui veulent qu'on aille débattre là-bas sur le champ, nous sommes disposés à le faire. Mais nos matières premières doivent servir à quelque chose. C'est-à-dire, on ne peut pas dire j'étale de machin, des diamants, de ceci. Si le peuple meurt, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on est assis sur des matières premières. Regardez la République démocratique du Congo. Il a toutes les matières premières. Il y a toujours des morts, il y a de la misère. Et regardez en face ce qu'a fait le Botswana, c'est un pays qui a réussi à très bien gérer ce genre de choses. Absolument. Après, Donc, il faut mettre l'accent là-dessus. Les Africains eux-mêmes doivent se réveiller, corriger leurs défauts. Parce que nous n'allons pas indéfiniment dire ce sont les Blancs, ce sont ceux-ci. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité, mais nous autres aussi, Africains, nous devons avoir le courage de corriger nos défauts. Être en retard. Ils disent que oui, le Blanc, lui, il a la montre, nous, on a le soleil. Non, on doit avoir les deux, le soleil et la montre. Et en même temps, et il faut mettre l'accent là-dessus, si nous ne faisons pas attention, si dès maintenant on ne prend pas les bonnes décisions, regardez ce qui arrive en Haïti. La première république noire est aujourd'hui entre les mains des gangsters. Je suis sûr que si nous ne faisons pas un effort, il y a beaucoup de pays africains qui pourraient se retrouver tôt ou tard dans la situation d'Haïti. Et nous ne voulons pas de ça, nous qui sommes responsables et nous qui sommes encore vivants. Des gens comme Cabral, jamais n'auraient accepté qu'il y ait autant de corruption dans certains pays africains. Des gens comme, naturellement, la très grande Mireille Makeba, qui a pris à bras le corps la musique, comme, si vous voulez, la possibilité de s'exprimer et de s'adresser au monde entier. C'était pour lutter contre l'injustice, contre aussi la médiocrité et surtout contre ce qu'on appelle les clichés. Et c'est pourquoi nous nous adressons une fois de plus les yeux dans les yeux aux Européens. Bon, il y a eu évidemment quelque part des erreurs. Aujourd'hui, le moment est venu qu'on répare tout ça, qu'on ne passe pas tout le temps à parler de ça. Ensemble, en 2025, nous allons trouver ce qu'on appelle le bon départ, le filon du bon départ. Mais ça, il faut y croire. Alors, Laetitia, tu y crois ou pas? Moi, j'y crois. Et ce que je pourrais simplement rajouter, c'est que c'est vraiment changer notre discours, parce qu'aujourd'hui, l'éveil, il est en Afrique, il est au niveau de la population, il est au niveau de sa jeunesse. Vous citiez Ousmane Sonko. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui montrent que que le peuple se réveille. Et c'est ça. C'est simplement pour moi comprendre que nous sommes tout aussi grands et tout aussi lumineux que chaque nation, et que le travail ensemble avec les personnalités et les lumières, peu importe où elles se trouvent dans le globe, puissent simplement s'unir pour justement créer cette nouvelle ère qui se bâtit. Lord Fischer. Bien sûr, de toute façon, je rappelle ce qu'on dit, hein, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Non seulement il faut persévérer, mais il faut réussir. C'est ça, Georges Fischer. Il faut absolument que quand tu vois le patronat français, tu leur expliques. Tu dis aux patrons français, aux entrepreneurs français, que nous devons nous entendre sur l'essentiel. Et que si eux-mêmes, ils sont désespérés face à l'immigration, les grandes gueules des grands médias le disent souvent. On dit, ah, en France, il y a beaucoup d'immigrés. Mais il y a beaucoup d'immigrés parce qu'il y a eu beaucoup de misère ailleurs.
Et Georges Fischer, il faut absolument qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de taper sur l'Algérie. Il faut taper plutôt sur Trump, il faut taper sur Poutine, mais pas sur l'Algérie. Et je pense que Macron, qui est quand même jeune et qui a une vision des rapports franco-africains, que l'énergie qu'il emploie pour défendre l'Ukraine, et ça, il faut le lui reconnaître. Il faut absolument soutenir l'Ukraine. Mais il faut aussi mettre la même énergie pour que les pays francophones s'entendent. Georges Fischer. Il faut, et oui. Mais Et, Lancinès, c'est un message quand même qui passe, heureusement, si on regarde les réunions du CIAN, par exemple. voilà. Et puis j'étais récemment à une réunion où il y avait le directeur général de l'AFD. Vous savez combien il est contesté, enfin l'action de l'AFD est contestée, et il a rappelé que l'année dernière, pardon, que l'année dernière, Ouais. les financements de l'AFD sur l'Afrique ont bondi de plus de 10%. Donc il y a quand même l'élan est là. Il suffit effectivement de l'accompagner et de le pousser un petit peu plus. Voilà. Très bien. Non, j'espère que le partenaire français va accompagner ce nouveau départ entre les pays africains, la France et les pays européens. J'espère vivement que face à Trump, nous tiendrons. Et je le dis ici, si Trump continue à faire l'impérialisme commercial, économique et autres, il se trompe. Vous savez, s'il y a eu hier des gens comme Che Guevara, et même Castro, je ne le dis pas parce que c'est la vérité. C'est parce que face à ce que j'appelle l'exploitation sans retenue, sans morale, sans machin, c'est ce qui a fait que les Che Guevara se sont laissés eux-mêmes embrigader dans la révolution en disant voilà, ça suffit, on ne peut pas accepter l'impérialisme économique. Donc, Trump se trompe. Il se trompe lourdement. Et quand il attaque, y compris le Canada, en disant s'il le faut, le Canada va devenir. Mais tout ça, c'est de la bêtise. Il se trompe. Je crois qu'il faut réellement recadrer tout ça, ne pas avoir peur de dialoguer avec Trump, mais ne pas non plus faire comme les Zemmour. Les Zemmour, ce sont des gens qui sont là, qui adorent Trump. Mais c'est grave, des Européens qui adorent Trump. Eh oui, même Marine Le Pen quelque part. Eh oui, mais ça c'est très grave. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, les admirateurs européens de Trump, que c'est une grosse erreur. Que ce qui intéresse Trump, c'est uniquement faire du business, y compris dans l'injustice. Et il faut bien expliquer ça. Il faut que les médias qui donnent la possibilité à Zemmour d'aller fanfaronner et à Marine Le Pen de temps en temps d'aller expliquer que voilà, il y a ci, il y a ça, il faut que ces médias aussi comprennent qu'ils ne sont pas en train d'informer, ils sont en train de désinformer. Ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire que de grands médias qui s'amusent à faire véhiculer. Vous savez, M. Fischer, quand Zemmour, à un moment donné, était passé pour quelqu'un qui pouvait devenir président de la République, eh bien oui, c'était le candidat des grands médias. Mais ça, c'est pas bon. On ne peut pas dire que Zemmour, si demain il est élu à la présidence de la République française, qu'il sera un bon président. Zemmour n'a aucune formation et il n'a aucune compétence pour devenir président de la République. Et on peut lui tenir réellement à tout moment. On l'invite ici à Afrique numéro 1 s'il veut. Vous dites que l'ancien camarade a invité Zemmour, Marine Le Pen. Et oui, nous l'invitons ici, sur notre plateau, comme on a fait avec Fischer, pour que Marine Le Pen s'explique, pour que Zemmour s'explique. Nous sommes prêts à leur porter la contradiction. C'est parce qu'ils ne veulent pas de nous pour qu'on leur porte la contradiction dans les grands médias que les choses finalement s'enveniment. Jamais l'immigration ne cessera. Il n'y a pas d'immigration zéro, il n'y en aura jamais. Tant qu'il y a des guerres, tant qu'il y a la misère, il y aura des migrants qui partiront ici et là, et c'est ce qu'il faut expliquer. Mais c'est surtout qu'il faut aussi quand même rappeler que l'immigration n'était pas aussi que des guerres ou la misère. Il y a quand on reprend quand même, l'historique aussi, c'était aussi des collaborations entre pays où c'était, voilà, comme on parlait de formation, donc c'est pour ça que pour moi, j'entends tout ça et je le comprends, mais c'est quand même aussi bien de rappeler les contextes, dans lequel tout cela s'est créé
pour qu'aujourd'hui, si nous devions agir afin de rééquilibrer les rapports, on puisse savoir justement ce qui a été fait et éviter de reproduire ce qui nous emmène là où nous en sommes. Alors, le débat du 19 avril, nous avons de très grands invités. Par exemple, le président de cette télévision, il s'appelle M. Hamza. M. Hamza a été le lauréat 2025 du trophée Miriam Makeba de l'Union internationale des journalistes africains. Nous sommes fiers que ce grand inventeur, c'est un inventeur, ce grand esprit moderne, dit à un moment donné, il faut absolument que les Africains soient capables d'informer par eux-mêmes et pour eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Donc, le rôle des médias dans tout ça, Georges Fischer, le rôle des journalistes, qu'est-ce qu'il faut en dire? Qu'est-ce qu'il faut proposer? Vous savez, j'ai des origines des pays de l'Est et il y avait une blague qu'on découvrait là-bas, c'est la différence entre un journaliste et un mannequin. On disait un mannequin ne mange pas pour garder la ligne, un journaliste garde la ligne pour pouvoir manger. Je pense que, surtout en matière politique, les journalistes dans un bon nombre de pays africains sont restés trop souvent dans la ligne. Ne serait-ce que parce que il y avait des gouvernements qui ne leur permettaient pas de sortir de la ligne en question. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, je crois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le journalisme économique. Je crois que le journalisme économique en Afrique, notamment en Afrique francophone, est d'une pauvreté insigne, qui a des effets immédiats, comme je le disais tout à l'heure, sur le traitement de ces pays dans l'intelligence artificielle. Et puis, il y a le journalisme qui est un journalisme plus politique. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les débats parce qu'on parle d'économie ici surtout, mais effectivement, je pense que dans beaucoup de pays africains, les médias ont été utilisés comme un outil de propagande, voire de désinformation. Hein, quand vous avez dit tout à l'heure, Lancinet, qu'il y avait en Afrique en Afrique francophone, dans un certain nombre de pays, des réactions anti-françaises. Ces réactions, d'après ce que j'ai pu en savoir, d'après ce que j'ai pu discuter avec les uns et les autres, ce sont quand même des réactions très minoritaires, mais qui ont été en quelque sorte, on a fait de la mousse autour. Et quand on a vu toutes ces manifestations anti-françaises, c'était pas des manifestations extrêmement nombreuses. Et vous savez, là encore, je reviens vers mon passé dans un pays, dans un paradis dit socialiste. Hein. Ça m'a appris une chose. Parce que moi, je suis allé défiler avec des drapeaux. Ça m'a appris une chose, c'est que les seules manifestations qui comptent, c'est celles qui ont lieu dans des pays où vous pouvez manifester contre votre propre gouvernement. Si vous ne pouvez pas manifester contre votre propre gouvernement, la manifestation qu'on organise, ce sont des manifestations gouvernementales, donc elles n'ont absolument aucun intérêt. Donc, je pense que ce qui est important, et c'est ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est de voir émerger des médias typiquement intra-africaines ou nationales qui sont susceptibles de regarder les choses avec la distanciation brechtienne nécessaire, avec la capacité de juger de manière neutre et d'essayer, parce que c'est ça la base de la démocratie. La démocratie, c'est pas la dictature d'une majorité sur une minorité. La démocratie, c'est de comprendre, même si on n'est pas d'accord, comprendre les arguments des autres, les entendre et voir quel est, là de nouveau, le win-win dont je parlais tout à l'heure. Bon, je suis peut-être un idéaliste, mais je l'assume, je l'assume. C'est la vraie démocratie, c'est de vouloir comprendre les autres. Et je retrouve ce que vous aviez dit. C'est la vraie démocratie, c'est d'arrêter de dire c'est de la faute des autres. Voilà. Et de se dire aussi where did I go wrong en bon français. Voilà. C'est ce qu'on a dit à Kadhafi.
Kadhafi, quand à l'époque il soutenait l'Union internationale des journalistes africains, on lui a dit, si vous nous soutenez, nous n'allons pas dire que tout ce que vous faites est bien. On a dit ça à Kadhafi. Vous nous soutenez parce que nous n'avons pas les moyens financiers. C'est bien, mais ne croyez pas que nous allons nous coucher devant vos erreurs. Et Kadhafi, qu'on l'aime ou pas, il aimait la contradiction. Il a dit, mais moi je vous soutiens parce qu'on a besoin de très bons médias, mais je ne permettrai jamais qu'on dise que tout ce que je fais est bon. Donc il faudrait me dire, guide de la révolution, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et c'est ce que j'aurais aimé que certains dirigeants africains fassent, qui disent à leurs journalistes, venez me porter la contradiction, dites ce qui va, dites ce qui ne va pas. Mais en même temps, quand il y a des journalistes qui sont des nègres de service, qu'on utilise contre leur propre continent, et ça c'est capital. Tu as beaucoup de nègres de service qui se disent journalistes, qui ferment les yeux sur d'abord les défauts des médias qui les emploient, mais en même temps les défauts des pays auxquels ils ont appartenu. Être journaliste, c'est de dire les choses telles qu'elles sont pour que le continent avance. C'est ce que nous a enseigné les Cabral, par exemple. Je me souviens que quand j'étais jeune, Amilcar Cabral, c'était ça, informer utilement. Ne pas se mettre à genoux pour un oui ou pour un non. Être sage et être sérieux en même temps. Et je crois que nous avons l'occasion de rebondir sur ce que j'appelle ces messages d'anciens. Ce sont des messages anciens, mais qui sont d'actualité. On appelle les médias le quatrième pouvoir. Voilà. Si le quatrième pouvoir est au service du premier pouvoir, ce n'est plus un pouvoir. Voilà. Alors, la jeunesse, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que tu dis de tout ça? Je dis qu'effectivement, pour rebondir sur la dernière phrase que vous venez de dire, Georges, c'est tout à fait ça. Les médias sont un pouvoir. On se rend compte aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui deviennent un média également, et une force de liberté d'expression. Donc voilà, c'est simplement de trouver, de redonner aussi ces lettres de noblesse à ces moyens d'expression qui ont permis justement de pouvoir éclairer des notions sur lesquelles on n'avait pas forcément l'information, mais de trouver justement ces journalistes qui veulent simplement rétablir l'équilibre. Et je pense que c'est ce dont vous parliez sur le côté win-win. C'est l'équilibre, c'est ce qui permet de pouvoir avancer. Donc voilà, c'est de trouver ces médias qui donneront la parole aux gens qui ont des messages mais sérieux et avec un réel impact, que l'on soit d'accord ou pas, mais qui permettent de faire avancer les discussions, de faire avancer la connaissance et de faire avancer le progrès. Donc on attend de les connaître. On est ici chez Afrique One, je pense que c'est justement la volonté qui est voulue de faire, mais c'est aussi de donner la parole. On parle surtout à ces médias parce que ils existent, mais c'est aussi de donner la parole aux activistes, aux acteurs qui, eux, sont sur le terrain et en fonction des domaines qu'ils couvrent, tentent, bien que mal, de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Donc je pense aussi que c'est ça, la force du média, c'est d'aller aussi se renseigner auprès de la bonne information, mais grâce à cette force qu'ils ont, d'aller aussi chercher les bons acteurs et donner la parole justement aux personnalités qui aujourd'hui font bousculer les lignes, mais dont le message nécessite une force un peu plus importante pour être visible. Parce que tout ce qui compte aujourd'hui, c'est la visibilité. Et ces médias, ils existent, ces acteurs, ils existent. Et justement, avec un peu plus de synergie, on se rendra compte qu'on ne part pas de zéro, bien au contraire, mais qu'il faut simplement un peu plus de synergie pour consolider ce qui est. Donc pour moi, c'est ça la force du média. C'est maintenant, on cherche beaucoup l'information. C'est plus d'aller chercher les bons acteurs et de donner la visibilité là où les actions sont déjà en place pour pouvoir montrer que les choses bougent. Et de donner justement l'importance et la lumière là où les lignes bougent et pas simplement sur des personnalités, que ce soit comme Trump ou autres, qui prennent l'ampleur et qui du coup invisibilisent l'importance de ce pourquoi on a le débat le 19 avril. Alors, mon cher Georges. Je pense que c'est ce que fait ton organisation, l'Union des journalistes africains.
avec le prix Myriam Makeba, on ne donne pas un prix Myriam Makeba uniquement à des chanteurs, Non. voilà, à des saltimbanques, je vais dire. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, c'est de distinguer des gens qui œuvrent à leur niveau, mais tous les niveaux sont importants, à leur niveau pour le développement de l'Afrique. Et je rejoins tout à fait ce que disait Laetitia, il faut mettre l'accent. On s'est beaucoup moqué d'un journaliste français qui, sur TF1, faisait le tour des petits villages et montrait des Oui. Ouais, petites ouais. initiatives. Mais il faut le faire. Mm. Ça fait partie de la vie. Il faut mettre ça en avant aussi. Quant à la politique, ben, il n'y a qu'à se référer à quelqu'un qui a dit, c'était Beaumarchais, ça remonte, hein, qui Absolument. disait sans la liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge flatteur. Absolument. Voilà. Mhm. Eh bien, ça, c'est très bien dit, et c'est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons. C'est-à-dire que nous allons à la fois expliquer, éduquer. C'est-à-dire que nous ne laisserons pas phagocyter. C'est-à-dire que ceux qui disent, voilà, si tu passes pas dans tel grand média, on ne peut pas t'entendre. Je dis non. On peut se faire entendre quand on y croit. Les Africains doivent penser par leur propre tête, au lieu de continuer à se tromper avec celle des autres. Donc, nous comptons sur le patronat français pour que sur le plan économique, cette fois-ci, qu'on trouve un terrain d'entente pour arriver à ce qu'on appelle le développement gagnant-gagnant. Mon cher Georges Fischer, je crois que des pays africains qui ont longtemps courbé l'échine dans ce qu'on appelle la coopération franco-africaine, il y a des pays africains qui ont tout donné. Je ne dirai pas leur nom, je ne citerai pas leur nom, qui ont tout donné, sans contrepartie. Donc nous allons finir avec ça. Maintenant, nous allons donner nos matières premières, mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une sorte de contrepartie, qu'on le ressente dans ce qu'on appelle le retour des cadres, le transfert de technologie, la maîtrise des sciences économiques et autres. Et c'est ça le rôle du patronat français aujourd'hui, parce que le patronat français et la justice française sont au-dessus de ce qu'il appelle les manipulations. Et ça me fait plaisir. Le patronat français et la justice française ont compris qu'on ne peut plus patauger dans ce qu'on appelle les erreurs du passé. Donc, nous félicitons les gens qui ont compris ça, les médias qui ont compris ça. Le 19 avril, venez couvrir notre débat et en même temps, nous le ferons à Dakar et ailleurs en Afrique parce que les Africains doivent balayer devant leur porte. Eh oui, assis sur des matières premières, tout en étant dans la misère, c'est inacceptable. Honnêtement, nous sommes très fiers, très heureux, très contents et enthousiastes d'être dans les locaux de Africa 1 Afrique TV. One. Oui, Mm. nous sommes très fiers et nous félicitons à la fois les animateurs, nous félicitons les techniciens, nous félicitons le patron lui-même de nous donner l'occasion de nous exprimer. Alors, la jeune fille va donner son point de vue sur tout ça. Laetitia, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, je remercie Afrique One TV pour cette invitation. Enfin, je te remercie, Lanciné. Georges aussi. Moi, je suis très honorée d'avoir pu partager mon petit point de vue, en tout cas, sur le sujet, de pouvoir aussi le partager le 19 avril prochain. Et on vous invite tous à y participer, et notamment la jeunesse également, parce que votre voix compte, vos avis comptent, et, et c'est important qu'ensemble, on puisse montrer ce dont nous sommes capables de faire pour demain, pour notre avenir, et puis tous ceux qui nous ressemblent. Georges, mon cher ami. Écoutez, comme vous avez pu le constater, j'ai des opinions assez fortes, Totalement. mais que j'adore partager, Ouais. mais je suis toujours ouvert à la discussion, même à la controverse, et j'accepte tout à fait qu'on puisse ne pas être totalement d'accord avec moi. Ça n'arrive pas. Non, mais c'est bien. Et je remercie effectivement Afrique One de m'avoir donné, et Lanciné, de m'avoir donné cette occasion de venir présenter un petit peu ses opinions, que j'espère constructives. Et je remercie Laetitia d'avoir fait le contrepoint par rapport à ces remarques et de les avoir enrichies avec son propre input. Très bien. Ça, c'est une jeunesse
qui avance. C'est une jeunesse qui a de bonnes idées, qui a la tête sur les épaules. C'est pas une jeunesse qui perd la tête. Vous savez que nous savons que parfois les médias qui savent désinformer par le machin, beaucoup de jeunes se laissent aller. Alors la jeunesse actuelle, celle de Laetitia, c'est une jeunesse équilibrée. Une jeunesse qui est bien dans sa paire de chaussures et dans sa tête avec une si belle coiffure. Vous avez vu comment elle est belle? Donc, Merci. ce débat s'achève et c'est un commencement de débat. Nous remercions une fois de plus la technique et en même temps l'ouverture et je dirais même l'innovation, parce que c'est une innovation que les Africains s'expriment librement comme ils l'entendent pour que les choses aillent de mieux en mieux. Exactement. Donc, nous remercions le technicien et ce n'est que partie remise. On reviendra quand vous voulez. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.